avis, la question fondamentale que pose ce rapport sur les budgets de référence, c'est qu'est-ce que vivre décemment? Et du coup, ça pose une question centrale, à la fois scientifique et politique, qui est comment peut-on définir la décence? Alors, dans ce chapitre, je tente de l'éclairer de façon disciplinaire avec l'histoire pour comprendre comment cette notion de décence, elle a été construite et définie, quand et par qui. En fait, c'est un terme qui imprègne depuis une trentaine d'années les politiques sociales, nationales, mais aussi internationales, à tous les niveaux. On a une volonté, un affichage de garantir à chacun un revenu, un niveau de vie, une existence, un logement décent. On peut juste rappeler que, par exemple, le logement décent est depuis 1995 en France un objectif à valeur constitutionnelle, ou que l'Organisation internationale du travail, l'OIT, a fait du travail décent le cœur de ses campagnes depuis la fin des années 1990. Du côté du revenu, en revanche, les choses sont beaucoup plus difficiles à cerner parce qu'il n'y a pas de codification, pas de consensus. Et la vraie question, c'est pourquoi? Et donc, on peut procéder à un petit détour, tout en ayant une analyse centrée sur la France, un détour à la fois par les organisations supranationales, l'Europe, l'OIT, etc., mais aussi un détour par les États-Unis, où s'est imposé non pas tant le terme de décence d'ailleurs que le terme de living wage, qui est un terme de traduction assez difficile. Et parce que cette traduction est difficile, on a d'emblée la clé du problème, c'est-à-dire qu'on ne sait pas en fait s'il faut le traduire par un revenu de vie ou un revenu de survie. Et évidemment, la différence entre les deux n'est pas mince. Et ce que l'histoire nous montre, c'est que ces conceptions extensives et restrictives n'ont en fait cessé de se télescoper pour façonner un objet qui est dual, ambigu, indéfini. Et l'importance du rapport que présente aujourd'hui le Conseil national de lutte contre les exclusions tiré de l'ONPES est en fait de faire pencher la balance. Son apport, c'est ça, chiffres et arguments à l'appui en faveur de la conception plutôt extensive qui est dans la continuité d'une tendance de longue durée. Alors, deux mots sur d'où vient cette notion de décence. En fait, elle émerge dans la pensée sociopolitique occidentale au tout début du 19e siècle, dans ce contexte d'industrialisation, d'urbanisation, de paupérisation grandissante, etc., que vous connaissez. Et en fait, les socialistes utopiques en particulier, sont très nombreux à demander l'établissement d'un salaire minimum qui permet au moins de survivre, voire d'atteindre des formes de bien-être. Et Fourier, l'inventeur du fameux phalanstère, cette communauté utopique de travail décent, précisément, propose une allocation aux plus pauvres qui soit payée en nature, qui soit découplée du travail et qui correspond, je le cite, à ce qui est nécessaire en aliments, vêtements et logements. Et donc, c'est un triptyque, aliments, vêtements et logements, qui fera désormais consensus comme besoin de base de l'existence humaine. Et ce minimum décent, comme il l'appelle, sera repris par un certain nombre de ses disciples belges et français. Et parallèlement, on a des penseurs britanniques qui, eux, se positionnent en faveur de ce qu'ils appellent un minimum vital, avec l'idée que tout individu, travailleur ou non, doit pouvoir couvrir ses besoins élémentaires. Mais on a déjà à cette époque des divergences sur ce que sont ces besoins élémentaires, sur ce qu'est ce minimum vital, puisque pour certains, c'est uniquement la nourriture, le vêtement et le logement, et pour d'autres, ça doit couvrir l'éducation, les transports, voire même la liberté. Et c'est dans ce contexte que dans les années 1870 finit par apparaître le terme de living wage, à la fois aux États-Unis et au Royaume-Uni la même année, mais il va surtout connaître une diffusion spectaculaire aux États-Unis dans les années 1890-1900, dans un contexte de grève ouvrière, mais aussi de développement du salariat. Et le principe, c'est d'essayer de faire de ce salariat non plus un outil d'aliénation, mais d'émancipation. Et donc, ce qui se développe, c'est évidemment la conception extensive de la décence, avec le principe de maintenir à la fois une santé physique et mentale, mais de pouvoir participer à la vie civique, à la vie sociale. Et c'est une espèce de révolution économique copernicienne, puisque du coup, il ne faut plus tirer les salaires vers le bas dans une optique concurrentielle, mais c'est faire que le producteur, qui est aussi un consommateur, puisse consommer, ce qui est au bénéfice de la société tout entière. Et donc, il faut encourager des salaires plus hauts
qui permettront l'accès à la consommation, à la santé, à l'éducation, à la participation civique et sociale, etc. Donc c'est une vraie révolution de pensée économique. Et le problème, c'est qu'au fil de sa diffusion, ce terme de living wage va être retourné, en particulier par les réformateurs et la classe moyenne, de façon régressive pour en faire un simple synonyme de minimum wage, de salaire minimum, et donc il va finir par être abandonné dans les années 1920. Et du coup, quand il arrive en France, c'est plutôt dans les années 1940, c'est-à-dire 20 ans plus tard, après la guerre, dans ce contexte de circulation franco-américaine, mais du coup dans un contexte qui devient aussi différent. Le terme de décence ne figure pas dans le préambule de la Constitution de la 4e République en 1946, ni dans celui de la 5e en 1958, mais on trouve quand même le principe très très proche que, je cite, tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de sa situation économique, se trouve dans l'incapacité de travailler, a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence. Et il est spécifié que ces moyens convenables incluent la protection de la santé, de la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Donc vraiment, les constitutions françaises de la 5e et de la 4e République posent cette conception extensive. Et quand on regarde les occurrences du terme décence dans le journal Le Monde de l'époque, on voit également ce lien avec l'idée de dignité, de vie pleinement humaine. Et c'est dans ce contexte qu'est instauré en France le SMIC en 1950, le SMIG et pas le SMIC, qui est lui aussi corrélé dans les discours de l'époque au principe de vie décente. Et on pourrait rajouter que c'est dans ces années une période de grave crise du logement, c'est l'appel de l'abbé Pierre en 54, et que donc le terme de décence devient aussi associé à l'habitat. On a beaucoup d'appels, en particulier de l'Église, à fournir à tout le monde un logement décent, qui lui non plus n'est pas à cette époque précisément défini, si ce n'est qu'il est le contraire du logement insalubre, qui lui a été codifié depuis les années 1850, et que dans ces années 1950, 60, 70, cette idée de logement décent va être associée d'une part à la résorption de la crise du logement et d'autre part, juste après, à la résorption des bidonvilles. Du coup, troisième grand aspect de la question, c'est une notion qui va être saisie par l'Europe. L'Europe en gestation est de nouveau clairement dans sa conception extensive. On trouve dans la Charte sociale européenne de 1961, c'est-à-dire dès sa version initiale, l'idée d'un droit des travailleurs à une rémunération suffisante pour leur assurer ainsi qu'à leur famille un niveau de vie décent, un terme explicitement présent. On trouve aussi la nécessité d'améliorer le niveau de vie, de promouvoir le bien-être de toutes les catégories de population. On trouve encore le droit à une rémunération équitable, assurant aux travailleurs et à leurs familles un niveau de vie satisfaisant. Et donc pour l'Europe, le niveau de vie décent et le niveau de vie satisfaisant sont employés de façon strictement équivalente et interchangeable. Et il faut le prendre au sérieux puisque satisfaisant signifie ce qui donne satisfaction aux personnes, même si ça n'est pas toujours précisément défini. Et dans le protocole additionnel de 1988, on trouvera la notion de logement décent et le principe d'assurer cette fois aux personnes âgées des ressources suffisantes pour mener une existence décente. Et donc l'Europe prend en compte toutes les dimensions de la décence de façon extensive, la rémunération, le niveau de vie, l'existence, le logement. Et elle fait même des tentatives pour objectiver le salaire décent, qui est posé dans la Charte sociale européenne. Ce sont des tentatives qui ont été menées par le Conseil de l'Europe dans les années 1970 et qui ont abouti à considérer qu'un salaire dit équitable devrait équivaloir à au moins 68% du salaire brut moyen national, qui a été transformé au milieu des années 1990 en 60% du salaire net national. Donc le salaire décent a lui aussi été objectivé par les instances européennes. Quatrième point, c'est un petit peu plus tard, même assez récemment, dans les années 1990-2000, que la question du logement décent va refaire surface dans un contexte à la fois de crise du logement, de montée du sans-abrisme, de nouveaux acteurs associatifs. Et l'année 1987 en particulier, qui est l'année internationale pour le logement des sans-abri, va beaucoup mobiliser cette notion de logement décent. Le Parlement européen, lui aussi, demande de garantir, que les États membres garantissent un logement décent
et convenable à leur population. En 89, François Mitterrand pose qu'un logement décent est à la base de la dignité de l'homme, etc. Et c'est dans ce contexte que la notion de logement décent va devenir juridiquement consacrée dans la loi Besson de 1990 sur le droit au logement, qui pose que ce droit au logement doit être décent et indépendant. Le Conseil constitutionnel en 1995 fait en France de la possibilité pour toute personne de disposer d'un logement décent un objectif de valeur constitutionnelle. En 2002, un décret fixe précisément 13 critères de logement décent qui regroupent pour partie ceux définis par les Nations Unies. Et enfin, en 2007, le DALO, le droit au logement opposable, l'État garantit le droit à un logement décent et indépendant. Donc, cette fois-ci, la notion de décence est codifiée dans le domaine du logement. Mais, avant-dernier point, elle ne l'est toujours pas dans le domaine du revenu. Alors, qu'est-ce qu'un revenu décent aujourd'hui? Eh bien, les avancées sont loin d'être aussi importantes sur cette question du revenu, et on peut en particulier citer de façon complètement symptomatique le moment du vote du RMI en 1988, ce revenu minimum d'insertion. D'un côté, la loi sur le RMI reprend les constitutions de 46 et de 58 en posant explicitement que toute personne dans l'incapacité de travailler a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence. Et donc, on a une conception qui est ici clairement extensive. Et en même temps, François Mitterrand nous dit que c'est tout simplement un moyen de survivre pour ceux qui n'ont rien. Et en fait, le problème, c'est cette contrainte politique majeure. Il faut que les minima sociaux soient inférieurs au SMIC et nettement inférieurs au SMIC pour ne pas désinciter au travail. Et donc, en fait, le RMI va être fixé à 50% du SMIC et pendant longtemps ne sera pas revalorisé. Et donc, ce niveau qui est déjà très, très bas va encore descendre. On peut observer aujourd'hui, récemment, ces dernières années, le même flou sur les propositions de revenus universels ou revenus de base ou revenus d'existence qui se multiplient depuis les années 80, ou sur les propositions de revenus décents. Par exemple, en 2016, le think tank Terra Nova a proposé un minimum décent de 750 € qui permettrait, selon la note, de concilier attente de sécurité et de protection, impératif de morale de décence et exigence de valorisation de l'effort du travail. Et vous voyez bien qu'on est dans des seuils qui sont très inférieurs au seuil de pauvreté et qui ne permettent pas en pratique de vivre vraiment décemment. Pour d'autres, en revanche, ce minimum décent doit être au moins égal au SMIC brut. C'est-à-dire que vous voyez un grand écart en fait entre les conceptions restrictives et extensives. Ça va du simple au quintuple. Ces débats sur le revenu décent et sur le living wage aux États-Unis et en Grande-Bretagne ressurgissent aussi, et en particulier en Grande-Bretagne, et c'est là où ça nous intéresse très directement, la notion de living wage, elle réapparaît à Londres à partir du début des années 2000. Elle est portée par une vaste coalition citoyenne qui va lancer en 2011 la Living Wage Foundation, qui va devoir déterminer un niveau de salaire décent. C'est-à-dire très concrètement, pour différents types de ménages et de régions, quel est le salaire qui permet de couvrir les coûts d'un panier standard de biens et services qui correspond à la fois à un régime alimentaire équilibré à faible coût, à un logement décent, à des vêtements, à des chaussures, mais aussi à l'accès au transport, aux soins, à l'éducation des enfants, à la communication, à un minimum d'activités récréatives et culturelles. Et c'est cette approche anglaise que l'ONPES a importée en France dans les années 2010 et qui a permis en 2014 le calcul, enfin la publication du calcul du premier budget de référence qui est aujourd'hui actualisé par l'IRES d'un côté pour correspondre à la période qui s'est écoulée depuis et notamment à l'inflation, et qui est d'autre part complété aujourd'hui par l'ONPES et par le CNLE pour deux autres configurations géographiques au-delà des villes moyennes, celle du monde rural et celle de l'agglomération parisienne. Enfin, deux mots pour dire que la décence est devenue très clairement un objectif affiché des grandes organisations supranationales depuis les années 1990. Le débat s'est poursuivi et les avancées aussi au niveau européen. Dans les années 90, en 1993 en particulier, la Commission européenne a fait
de la rémunération équitable un objectif, le Parlement européen aussi, et en 2017, le socle européen des droits sociaux, qui est proclamé conjointement par le Parlement européen, le Conseil de l'Europe et la Commission européenne, a posé que les travailleurs ont droit à un salaire équitable qui leur assure un revenu de vie décent. La notion a été aussi appropriée par l'OIT, l'Organisation internationale du travail, depuis la fin des années 1990, à l'instigation de son directeur, qui a fait du travail décent le pivot de la rénovation de l'organisation. Et ce travail décent est caractérisé par l'OIT comme la réalisation conjointe à la fois du plein emploi productif, de rémunération adaptée qui permettent à un travailleur de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille, et d'une qualité acceptable d'emploi, notamment avec des systèmes de protection sociale. L'ONU, enfin, qui n'avait pas beaucoup utilisé cette notion, et notamment, elle n'est pas présente dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. On a par contre la question du niveau de vie décent, suffisant pour assurer la santé, le bien-être des personnes et de leurs familles en termes d'alimentation, d'habillement, de logement, de soins médicaux et de services sociaux. Et ben, l'ONU s'est pleinement approprié cette notion de décence depuis les années 1990 pour lutter contre la pauvreté en termes de revenus, mais aussi en termes de travail, qui a été intégré dans les objectifs millénaires pour le développement et dans les principes directeurs de l'ONU. Donc, en conclusion, ce qu'on peut dire, c'est que ce terme de décence, c'est à la fois un terme qui est très flou, qui est mouvant, qui fait coexister des conceptions restrictives et des conceptions extensives, mais sur la longue durée, on voit clairement une nette évolution vers les conceptions extensives qui incluent le logement et le logement décent, le travail, mais un travail décent, mais aussi la santé, les besoins éducatifs, les moyens de participation à la vie civique et sociale, et enfin la poursuite du bien-être et de la dignité. Et donc, c'est cette conception large, et c'est cette évolution progressive indubitable sur la longue durée que l'ONPES a retenue, et aujourd'hui le comité scientifique du CNL. Alors, qu'est-ce que c'est que ce revenu décent? On sait que les précédents calculs ont abouti à évaluer en 2014 ce revenu décent à 1 424 € pour une personne seule en ville moyenne. L'IRES vient de le réactualiser dans le contexte inflationniste, c'est plutôt 1 634 € aujourd'hui, et on va découvrir ce qu'il en est pour le monde rural et l'agglomération parisienne. Ce que je peux simplement dire avant que les résultats soient vraiment déflorés, c'est que c'est un résultat économétrique, mais aussi politique d'une grande importance, c'est-à-dire qu'il est aujourd'hui officiellement inepte de considérer qu'un revenu pourrait être décent au niveau des minima sociaux et même au niveau du seuil de pauvreté. Et enfin, c'est un résultat qui nous éclaire profondément sur des mobilisations récentes, par exemple celle des Gilets jaunes, parce qu'ils nous disent qu'entre le seuil de pauvreté et le seuil d'un minimum décent, il y a en fait une très large zone qui est celle de la précarité, du sentiment d'insécurité, de l'expérience répétée de la privation et du manque, voire de la dépendance contrainte à autrui ou bien aux prestations sociales ou bien aux deux. Et en fait, c'est remarquable aussi d'ailleurs que cette couche corresponde en fait au seuil des couches modestes que la DRES a défini l'an dernier. C'était 1 582 €. Et donc, ça nous donne des nouveaux éléments et des éléments très précis d'étalonnage de la stratification sociale qui disent tout simplement qu'en France, aujourd'hui, au moins 40% de la population se sent dans l'insécurité financière et sociale, et nous devons en prendre acte. Je vous